au nord-est de l'archipel du Vanuatu. Donc de même que Janet, en fait, il s'agit du travail en amont de tout ce qui est transmission des langues, du travail en amont qui se passe avant tout ça. Et donc, la flèche. Ok, voilà. Et donc, comment explorer le concept de tabou et les mots qui le désignent dans une autre culture, sachant que le terme tabou est un terme que nous avons emprunté à d'autres langues, nous-mêmes, et que donc nous en avons notre propre compréhension, et que le concept de tabou désigne des pratiques culturelles et des comportements sociaux qui sont bien particuliers donc à la communauté linguistique dans laquelle on travaille. Et donc, pour la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'abord chercher l'origine du mot dans notre langue à nous, c'est-à-dire je parle à la fois du français et de l'anglais. Donc, l'étymologie vient du terme tabou en tongien, du proto-océanique tabou qui signifie interdit, sacré. Et il a d'abord été employé dans les carnets de voyage de Cook, donc en anglais, dans les sens de consacré, inviolable, interdit, spolié et maudit. Le nom et le verbe sont ensuite des innovations de l'anglais, et bien sûr le français a emprunté à l'anglais le terme. Je suis ensuite allée voir ce qui s'était fait en anthropologie. C'est un terme qui a été beaucoup étudié, surtout au début du XXe siècle. Et j'ai choisi cet auteur ici, cet anthropologue, Franz Steiner, qui nous propose une description qui correspondait bien à ce que j'ai vu dans Raha. Je vais la lire. On peut dire que le tabou se rapporte à la sociologie du danger, car il a trait à la protection des personnes en danger ainsi qu'à la protection de la société envers les personnes en danger et donc dangereuses. Et je trouve que cette articulation de personnes en danger et donc dangereuses est particulièrement intéressante en ce qui concerne tabou. Donc voilà où je travaille, dans la République du Vanuatu, qui est donc faite de 80 îles, 120 langues pour 250 000 personnes, donc une extrême diversité linguistique. Et l'île sur laquelle je travaille est celle de Pentecôte, donc au nord-est, celle qui est encerclée en bleu. Pour certains d'entre vous, Pentecôte évoque peut-être les sceaux à partir de grands édifices en bambou. Mais là où je travaille, ça ne se passe pas du tout, c'est une culture complètement différente. Donc l'île de Pentecôte, on y trouve 4 langues, ce qui est en fait assez peu pour le Vanuatu. Par exemple, l'île de Malakula, qui a un petit peu plus une plus grande population, à peu près 30 000, en a 40. Donc assez peu de diversité ici. 4 langues, donc Apma, Esa et Raha sont les plus gros groupes. Ske n'est parlé que par une petite centaine ou 200 ou 300 locuteurs et est en voie de disparition peut-être. Raha elle-même est parlée par 7000 personnes. Elle a une très bonne vitalité. C'est une langue qui est parlée par les tout petits qui, pendant les premières années de leur vie, sont en fait monolingues, ne parlent que le Raha. Ensuite, l'anglais est introduit à l'école. Le Raha est enseigné les 2 premières années d'école, de même que 60 autres langues de Nouvelle-Calédonie. Pas dans cette école même, mais à travers la Calédonie, il y a 60 langues qui sont enseignées, 60 langues océaniennes. Donc une bonne vitalité, mais présente peu d'innovation linguistique, ce qui est très étrange dans le monde du Vanuatu qui, puisqu'il y a une grande diversité, présente aussi énormément de variations. Mais pas le Raha, et c'est pour ça donc, que je travaille sur cette langue. C'est une langue qui a été décrite par Hannah Barry-Bogheri, qui est une linguiste nivanuataise.
Elle est en train de préparer un dictionnaire. Il y a eu aussi des études anthropologiques à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Quant à mon étude à moi, c'est une étude variationniste, c'est-à-dire une étude surtout quantitative. Je travaille à partir d'un très grand nombre de textes en langue spontanée. Et j'étudie des variables phonologiques, morphologiques, syntactiques et lexicales, donc toutes sortes. Je touche vraiment à tous les domaines de la langue pour comprendre les variations qui existent entre locuteurs, mais au sein même aussi de langage de même locuteur. L'étude variationniste est une méthodologie qui permet de comprendre quels sont les facteurs qui conditionnent les variantes. Et donc, en Raha, nous avons deux termes pour parler du concept de tabou. Nous avons le premier terme, Rorona, qui s'applique aux restrictions sous contrôle humain et aux entités profanes, et je vais illustrer ça après. Et nous avons aussi le terme Sabura, qui s'applique aux restrictions opérées par un pouvoir surnaturel et aux manifestations de forces dangereuses. Donc on a une division sémantique qui est assez intéressante et assez inhabituelle. Elle a été commentée par Yoshioka, donc cet anthropologue à la fin des années 90. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu prendre cette variable pour essayer de voir si cette diversité sémantique existait toujours, surtout chez les jeunes locuteurs. Donc, une façon de l'illustrer ici, par exemple, on a cette feuille de cicadée qui est plantée devant un bâtiment administratif, qui a été planté par des chefs locaux, et c'est un emblème de Rorona. C'est le symbole de leur autorité. Je suppose qu'il y a un conflit qui se passe entre les autorités locales et les autorités gouvernementales. Il s'agit d'un bâtiment administratif tout à fait officiel. Et tant que le conflit n'est pas résolu, personne n'a accès à ce bâtiment. Donc voilà un signe de Rorona. Deux autres exemples. On a ici un akamal, donc la maison commune des hommes traditionnel. Il en reste très peu au nord du Vanuatu, au nord de Pentecôte. Et il s'appelle un Hamal Rorona, donc un akamal tabou. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs restrictions. Seuls les chefs les plus hauts dans la hiérarchie peuvent aller partout dans le nakamal, alors que les plus jeunes ne peuvent aller que dans certaines sections, près de l'entrée en fait seulement. Et sur la droite, un autre exemple intéressant. Cette branche indique le début d'une réserve marine. Et là, on a l'application de tabou pour tout ce qui est développement durable des ressources naturelles. Voilà, donc une méthode traditionnelle de tabou appliquée à ce développement durable. Et donc, qui est indiqué par des branches, et tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas collecter de coquillages ni pêcher à cet endroit-là. Et bien sûr, au bout d'un moment, le tabou est levé. Pardon. Pour Sabura, un autre exemple, donc les exemples de Sabura, je les ai beaucoup trouvés dans des textes religieux, puisque ça a trait aux restrictions de force surnaturelle. Et par exemple, ici, on a cet exemple de la communion. Donc, Rani signifie manger. Donc, Rani Sabura, c'est la communion. Fui Sabura, Fui, c'est l'esprit. Fui Sabura, c'est l'Esprit Saint. Fui étant le spirit, esprit, la puissance. Mais on le trouve aussi appliqué aux femmes menstruées et au sang menstruel, qui est pensé être dangereux pour les hommes, mais aussi aux femmes récemment accouchées. Donc, pas toujours que la religion, mais parfois peut-être un peu difficile à expliquer. Alors, comment j'ai fait pour explorer ces lexèmes? Bon, d'abord, il a fallu contextualiser le sens et les usages des mots, et donc je me suis servi de tous mes textes. Aussi retracer leur étymologie, essayer de comprendre d'où venaient Rorona et Sabura, ces deux termes,
Et tout ça à partir de l'analyse d'un ensemble de textes, de mes enregistrements donc de langue naturelle et de textes plus anciens, comme par exemple ces traductions de textes religieux. Pour contextualiser les sens, là je donne deux exemples. Pour Sabura, donc, cette personne, Jacob, me parle de cette accession à un niveau de chef qui est beaucoup plus élevé et qui exige que ce chef doit être isolé dans une partie du Nakamal pendant 10 jours, sans aucun contact avec les personnes, sans aucun contact avec la nourriture. Il est en fait, quelqu'un lui apporte de la nourriture, il tourne le dos et puis il doit manger avec une sorte de bambou sans avoir aucun contact avec la nourriture. Et il explique qu'il reste longtemps dans cet endroit, mais il est tabou. Il ne faut pas le toucher lorsqu'il est dans cet endroit, il est tabou. Donc il est devenu en fait dangereux. Et nous avons cet autre exemple pour Ramal Rorona, donc aussi d'un de mes textes, où un autre chef m'explique son rôle pour faire respecter les réglementations du Nakamal traditionnel de son village. Et il me dit, oui, au sujet de notre Nakamal, celui-ci est un Nakamal tabou. Moi, je suis de ceux qui en font respecter la réglementation. Et donc, dans mon étude, ce que je voulais essayer de trouver, c'était s'il y avait une perte de distinction sémantique entre les deux lexèmes, en particulier chez les jeunes générations. Ça a été un peu décevant, parce qu'en fait, bien sûr, tabou, ce n'est pas un terme qui vient très souvent dans le langage de tous les jours, tout simplement. Donc, pour ce qui est de l'étude variationniste, j'ai dû le mettre complètement de côté. Mais par contre, j'étais très intriguée par cette division sémantique et donc j'ai poussé l'exploration. En particulier, je suis allée voir ce qu'il se passait de façon diachronique, mais ça, je ne vais pas en parler ici. Mais je suis allée voir ce qui se passait dans les langues avoisinantes. Et quels étaient les termes, et s'il y avait plusieurs termes, et s'il y avait cette même division. Et j'ai trouvé que, là on va se concentrer sur Mota, la langue qui est tout en haut, et Raha. Donc Mota qui est tout à fait au nord de Pentecôte, et la raison pour laquelle elle est importante pour Raha, c'est que c'était la langue et l'île où les missionnaires anglicans essaimaient partout, dans le nord du Vanuatu, et en particulier à Raha, où ils sont restés très longtemps. Et il y a donc eu un contact assez intense, surtout pour ce qui est de tout ce qui a trait à la religion et à ce qui est sacré. Et donc, sûrement, une influence sur les termes de Raha. Et ce que j'ai remarqué pour ces deux termes, c'est on voit que Tapu et Sabura, en fait, sont apparentés. Et Rorona et Rorona sont les mêmes termes, c'est évident. Mais on voit qu'il y a cette permutation de domaines sémantiques qui est difficile à expliquer, mais qui peut sans doute être expliqué par le contexte dans lequel ces termes ont été employés, dans une ou l'autre langue. Et donc certains liens se sont créés qui ont fait qu'un des termes a été plutôt employé dans un des domaines et l'autre terme dans le domaine inverse. Voilà, et je pense que je vais m'en tenir ici. Oui, merci.